L'Alpha Tau utilise une idée qui, très honnêtement, m'a surpris quand j'ai commencé à m'y intéresser. Il contient un moteur fusée. Regardons la diapositive 4. Ce moteur fusée peut faire en sorte que le missile frappe le sol à une vitesse nettement plus élevée. Lorsque ces missiles, ces ogives, interagissent avec l'atmosphère, ils accélèrent en fait en entrant dans l'atmosphère jusqu'à une altitude d'environ 25 km, soit 75 000 pieds. Ils sont donc littéralement en chute, et comme lorsqu'on lâche une pierre dans le vide, ils continuent d'accélérer jusqu'à une altitude assez basse. Mais aux altitudes plus basses, à 25 km et en dessous, la densité aérodynamique, la densité de l'air augmente fortement et ils ralentissent très fortement. Si nous regardons la diapositive 11, nous pouvons en voir un exemple. Voilà. Merci. Si vous regardez la courbe la plus à gauche, en bleu, l'axe vertical représente l'altitude et l'axe horizontal, la vitesse. Donc ici, il s'agit d'une ogive Alpha Tau non propulsée. Vous pouvez voir qu'en descendant jusqu'à 20 km, sa vitesse augmente, simplement parce que l'attraction gravitationnelle l'accélère. La traînée aérodynamique est bien présente, mais elle reste vraiment minime. Puis, quand on arrive vers 25 ou 20 km, on voit qu'elle ralentit rapidement. Donc si elle atteignait le sol sans atmosphère, elle le percuterait à près de 4 km par seconde, si elle n'était pas propulsée. Mais en réalité, elle touche le sol à environ 3,4 km par seconde. C'est important parce que l'énergie cinétique se transforme en effet explosif. À ces vitesses élevées, l'énergie cinétique se convertit en une décomposition explosive de l'objet tout entier. Vous savez, Vavro-Gergerides. Donc, si vous êtes à 4 km par seconde ou à 3 km par seconde, vous avez l'énergie correspondant à votre poids équivalent en TNT. Ainsi, si votre objet ne contient aucun explosif et qu'il pèse 1000 kg comme l'ogive Alpha Tau, alors il aura la puissance explosive de son poids en TNT, soit 1000 kg. C'est donc assez considérable. Mais s'il frappe le sol à 4 km par seconde, alors il aura une énergie explosive correspondant à 4 divisé par 3, soit 1 et 1 tiers au carré. Cela représentera donc près d'une fois et demie l'énergie cinétique des explosifs puissants, soit 1500 kg. On peut donc augmenter l'effet explosif de l'ogive simplement en l'accélérant avec le moteur fusée que nous avons vu sur le missile, à la 4e diapositive. Donc, même si le missile perd du poids à mesure que son moteur fusée fonctionne, lorsqu'il touche le sol à, disons, plus de 4 km par seconde, au lieu de 3 km par seconde, il aura environ 2 à 2 fois et demi l'énergie cinétique équivalente à son poids en TNT. Et cela produira une explosion beaucoup plus importante. En plus, dans le cas de l'Alpha Tau, il emporte une ogive de 500 kg. L'effet explosif de l'impact d'un Alpha Tau est donc proche de celui d'une ogive de 4000 à 5000 livres d'explosifs puissants. Cela signifie des dégâts nettement plus importants. C'est donc un phénomène lié à un impact à hypervitesse. En fait, pour souligner cet effet, je pourrais parler d'un impact à vitesse ultra-hypersonique. Autrement dit, d'un objet qui se déplace à bien plus de 3 km par seconde, avec un rapport de 4 sur 3 km par seconde, ou de 5 sur 3 km par seconde. Donc, augmenter la vitesse de l'ogive revient réellement à lancer une ogive plus lourde. Prenez ce missile Khorramshahr, qui emporte une ogive de 1500 kg. Il ne produit pas autant de puissance explosive que l'ogive de 1000 kg du Fatah, parce que le Fatah frappe le sol à une vitesse plus élevée, et cela a un impact considérable. Si la guerre conduit l'Iran à revenir à une stratégie de punition contre Israël, alors bien sûr, aucune défense aérienne ne peut arrêter les ogives du Fatah.
Et donc ce que nous allons voir, c'est chaque ogive arriver avec une puissance explosive équivalente à 2000 ou 2500 kg d'explosifs. Cela va causer énormément de dégâts. Donc, si nous passons à la diapositive 12, une façon de visualiser les dommages qui pourraient survenir en Israël ou sur les bases du Golfe Persique, les bases américaines dans le Golfe Persique, consiste à regarder ce que des attaques de Fatah pourraient provoquer. J'ai choisi Washington, D.C., ou des lieux dont le public connaît l'échelle et l'emplacement. Donc la semaine dernière, sur la diapositive 13, j'ai montré les dégâts causés par un seul impact à côté de la bibliothèque du Congrès, à Washington, D.C., et j'ai montré les différents contours de l'explosion. Mais je vais bientôt replacer tout cela dans une perspective plus large, parce que se contenter de tracer des périmètres de souffle sur ces courbes, c'est trop simpliste. Il y a aussi beaucoup de dégâts généraux causés par les débris projetés et par les réflexions de l'onde de choc, et il faut que les gens en soient conscients. Chaque fois que l'une de ces ogives frappe, elle provoque beaucoup de dégâts dus à d'autres phénomènes. Regardons donc la diapositive 15. Les dégâts causés au bâtiment Murrah, à Oklahoma City, l'ont été par une explosion d'environ 4000 livres à la base du bâtiment. Ce criminel s'est arrêté devant avec une camionnette. Elle était remplie de nitrate d'ammonium, qui est un engrais, et de fuel. C'est un explosif appelé ANFO. Il avait environ 4 ou 5 000 livres de cette substance dans la camionnette. Ce n'est pas tout à fait aussi puissant que le TNT. Sa puissance est d'environ 80% de celle du TNT. Mais pas pour autant. Oui, 5000 livres, c'est beaucoup de puissance. C'est une puissance énorme. Et vous voyez ce qu'elle a fait à ce bâtiment. Sur la diapositive 16, on peut voir une autre vue du bâtiment. L'explosion s'est produite à la base. Vous voyez deux silhouettes debout à la base, ce qui vous donne une idée de l'échelle. Et à leur gauche, cette voiture était garée. L'onde de choc est remontée depuis le sol à travers le bâtiment et a soulevé tous ces étages, ce qui les a fait céder et s'effondrer. Des personnes ont donc été tuées, non seulement par les ondes de souffle, mais aussi par l'effondrement de la structure. Si nous regardons la diapositive 20, nous pouvons voir comment les gens sont morts. Les pyramides rouges indiquent les endroits où des personnes ont été tuées. La première chose à noter, c'est que les pyramides au-dessus de la zone où les étages se sont effondrés indiquent que ces personnes étaient mortes. Elles ont été tuées, surtout au niveau inférieur, là où les étages se sont effondrés sur elles. Mais si l'on regarde à gauche de la structure, là où les étages ne se sont pas totalement effondrés, on voit un grand nombre de triangles rouges. C'est parce que l'onde de choc a traversé ces structures. En remontant, elle a aussi pénétré les zones extérieures de la structure. Des débris sont entrés et ont frappé des gens. Des personnes ont été projetées à très grande vitesse. Elles ont été touchées par des objets volants et elles ont été tuées. Et si nous regardons vers le centre, disons au 4e étage en partant du haut, au milieu, vous voyez quelques triangles bleus et jaunes. Ces personnes n'ont en fait pas été gravement blessées, mais juste à côté d'elles, il y avait des personnes très grièvement blessées. Il y a donc eu beaucoup de débris projetés. Certaines personnes ont eu de la chance, d'autres non. Ces ondes de choc sont donc complexes dans la façon dont elles se manifestent dans la structure. Et les débris projetés jouent un rôle important pour déterminer où les dégâts se produisent et où l'onde de choc est intense ou ne l'est pas. Regardons donc les dégâts causés par l'onde de choc secondaire à Oklahoma City lors de cet attentat terroriste. Regardons la diapositive 21. In the middle of this
Au centre de ce plan du centre-ville d'Oklahoma City, vous pouvez voir une petite icône représentant une explosion à l'endroit où le véhicule se trouvait lorsqu'il a explosé. Et vous pouvez voir le bâtiment. Donc si nous regardons la diapositive 22, nous pouvons voir que des bâtiments ont été endommagés. Les cercles noirs entourés de blanc indiquent les bâtiments qui ont été fortement endommagés par l'onde de choc au bâtiment Murrah. Vous remarquerez, par exemple, que si vous regardez sur votre gauche, vous voyez un couloir entre deux bâtiments plus grands, par lequel l'onde de choc s'est en fait engouffrée. Les deux bâtiments plus grands formaient une ouverture. Et vous pouvez voir que les bâtiments en bas à gauche ont été endommagés à une distance assez importante. Bien sûr, ils n'étaient pas construits aussi solidement, et l'onde de choc était moins intense. Si nous regardons vers la droite, nous pouvons voir un autre couloir où des bâtiments ont également été endommagés. Si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons que les bâtiments situés derrière le bâtiment Murrah, dont on ne se serait pas attendu à première vue à ce qu'ils soient endommagés, on aurait pensé que le bâtiment les aurait protégés, ont en réalité été endommagés à cause d'un ensemble complexe de réflexions sur les immeubles plus grands qui ont provoqué ces dégâts. Si je le souligne, c'est parce qu'il s'agit d'une seule détonation. Or, si vous avez une situation comme celle envisagée, par exemple, à la diapositive, laissez-moi revenir en arrière à la diapositive 14. Revenons à la 14. Si 3 détonations de ce type se produisaient, vous pouvez voir à quel point les dégâts généraux dans cette zone seraient vraiment considérables. D'abord, les dégâts seraient considérables. Imaginons pour les besoins de l'analyse que la première explosion se produise en haut à droite des 3 explosions sur ce bâtiment rouge. Elle causerait donc des dégâts extrêmement lourds. C'est une bombe très puissante, pour ainsi dire. Ensuite, si l'explosion suivante se produit en dessous de la première, sur le bloc situé juste en dessous, l'onde de choc de cette deuxième explosion est relativement faible dans la zone qui a été touchée en premier. Mais beaucoup de ces structures ont déjà été gravement endommagées et elles sont fragilisées. Vous savez, prenez une planche, prenons un poteau. Imaginez un poteau. Je heurte le poteau et je fissure sa base, mais je ne le fais pas tomber. C'est l'onde de choc suivante qui le renverse. On peut donc imaginer les dégâts très importants causés par la première explosion. Mais la seconde provoque des dégâts encore plus graves dans la même zone qui a déjà été touchée. Et cela se produit dans tous les différents endroits. Donc, si un nombre important d'explosions se produisent en même temps, les effets deviennent presque non linéaires en termes de dégâts infligés. C'est donc quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on essaye d'évaluer les dommages que pourraient causer différentes attaques, comme l'attaque à l'Orechnik. L'Orechnik emporte beaucoup de petites munitions, chacune avec une puissance explosive importante, peut-être l'équivalent de quelques centaines de livres d'explosifs puissants, ce qui est considérable. Mais ce n'est pas beaucoup plus important que ce qu'on obtient avec un drone qui emporte une ogive plus lourde, vous voyez. Les drones typiques, les plus gros, ont des ogives de 100 kg. Donc c'est significatif, mais son effet d'intensification est surtout activé ou produit lorsqu'on regroupe les munitions. Si l'on considère donc l'Orechnik comme une arme à sous-munitions, passons à la diapositive 55. Je saute d'un sujet à l'autre, mais ce n'est pas grave. Tu as enlevé tes chaussures pour pouvoir compter, Gary? Merci, Gary. Oui, je le pense. D'accord. Très bien. Merci. Si l'on regarde l'Orechnik, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Poutine a fait une remarque en passant. Ils doivent mieux le comprendre. Les Russes eux-mêmes ne maîtrisent pas complètement cette arme.
En fait, il la teste tout en l'utilisant au combat, ce qui est très bien. Enfin, pourquoi pas? Mais il a fait une remarque en passant sur la précision avec laquelle l'Orechnik peut concentrer ses munitions, ses sous-munitions. Gardez à l'esprit que l'Orechnik comporte 6 véhicules, chacun transportant 6 sous-munitions. Ces véhicules sont éjectés par l'avant de l'Orechnik pendant sa descente. Il manœuvre un peu pour s'assurer de pouvoir placer les ogives là où il le souhaite, puis chacun libère 6 sous-munitions. Maintenant, si l'ensemble de ces 6 systèmes de largage, appelez-les un bus ou des véhicules de déploiement, peut rester suffisamment groupé, et si la dispersion depuis chacun de ces véhicules peut rester suffisamment resserrée et concentrée, alors lorsqu'ils frappent une cible, ils peuvent vraiment la mettre en pièces. Donc, si nous regardons la diapositive 56, je viens de montrer une situation où j'ai choisi la Maison Blanche. J'ai simplement dit, d'accord, prenons un Orechnik et regardons les niveaux de dégâts qu'un seul de ces Orechnik pourrait causer. Bien sûr, nous nous attendons à ce que plusieurs Orechnik soient concentrés sur des cibles uniques. Je veux dire, c'est déjà en discussion. Mais si l'on regarde l'encadré en haut à droite de cette figure, les cercles rouges indiquent les zones où une surpression de 5 livres par pouce carré se produirait à la suite d'un impact. Ce sont des impacts aléatoires et c'est une surpression de souffle considérable. Elle fera tomber les cloisons intérieures d'un bâtiment. Donc, dans ce cas précis, les points d'impact situés à la Maison Blanche causeront des dégâts très graves à l'intérieur du bâtiment. Ils vont, vous savez, tuer des gens dans la zone des 5 livres par pouce carré. Et si l'on regarde la zone en bas à gauche, on voit que la portée à laquelle la surpression atteint 20 ou 10 livres par pouce carré est bien plus faible. Donc, en comparant les courbes de surpression à 5 et 10 livres par pouce carré, on voit qu'il y aurait des dégâts généralisés très importants, avec beaucoup de débris projetés. Beaucoup de personnes seraient tuées si elles ne s'étaient pas mises à l'abri ou si elles n'étaient pas sorties du bâtiment. Mais ce ne serait pas totalement dévastateur, comme on pourrait s'y attendre si une Al-Fatah frappait le bâtiment. Passons à la diapositive 58. Elle devrait vous le montrer. Voilà ce que ferait une Al-Fatah. Là encore, c'est une estimation approximative. La surpression de 40 livres par pouce carré dans le cercle intérieur raserait tout. Je veux dire, elle détruirait même les murs en béton. Elle causerait des dégâts considérables. Quand on arrive aux courbes de surpression de 5 livres par pouce carré, qui correspondent à la 3e courbe en partant de l'extérieur, les murs intérieurs vont tous être enfoncés. Les murs extérieurs vont probablement s'effondrer parce que beaucoup d'entre eux sont soutenus par les structures intérieures. Les parties aux extrémités de la Maison Blanche seront donc elles aussi très gravement endommagées. Mais il se peut que, vous savez, des personnes assez chanceuses pour se trouver au bon endroit survivent à l'explosion, même si beaucoup de gens pourraient aussi être tués par des débris projetés. Mais, en gros, le centre de la Maison Blanche et les 2 ailes directement attenantes seraient tout simplement rasés. Et c'est le cas de l'Al-Fatah, parce que contrairement à l'Orechnik, qui emporte des sous-munitions, il n'a qu'une seule ogive unitaire. Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que l'Orechnik ne peut pas être dévastateur dans ce qu'il fait, parce qu'il aura un impact plus important. Oui, regardons la diapositive 57. Voici donc une représentation d'une sous-munition. À droite, j'ai supposé que le regroupement des sous-munitions est suffisamment bon pour que l'incertitude moyenne sur le point d'impact d'une sous-munition soit d'environ 50 mètres. Vous voyez, si je peux regrouper les ogives plus près les unes des autres, je peux infliger des dégâts considérables à cette structure. Donc, si je veux vraiment la raser,
Il faut que je puisse concentrer suffisamment les impacts des munitions. Et il n'est pas exclu qu'on puisse atteindre 50 mètres, voire mieux. Donc nous devons... C'est l'une des raisons pour lesquelles, par le passé, j'ai irrité certaines personnes en avançant que, vous savez, les capacités destructrices de ce missile ne sont pas encore déterminées. On ne le sait pas vraiment à ce stade. Et peut-être que les Russes eux-mêmes ne savent pas exactement jusqu'où ce missile peut aller. Il y a aussi une autre idée fausse au sujet de l'Orechnik et plus généralement de ces frappes hypersoniques. L'idée qu'elles peuvent causer de lourds dégâts à des structures souterraines. Et je veux le répéter, c'est un sujet qui revient constamment. Il y a, je pense, un peu de cette histoire des habits neufs de l'empereur dans les évaluations de ce que nous avons observé concernant l'Orechnik. On a beaucoup parlé de ces sous-munitions qui pénètrent profondément dans le sol et causent des dégâts considérables. Et d'une certaine façon, cela expliquerait pourquoi on ne voit pas autant de dégâts causés par elles. C'est très peu probable. Ces engins libèrent l'essentiel de leur énergie près de la surface du sol. Et je vais expliquer pourquoi. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Je dis simplement que ce ne sont pas des armes qu'on peut utiliser efficacement contre des structures profondément enterrées. Ce sont des armes de surface, ce qui est déjà suffisant. Mais il est important de comprendre que si vous ne voyez peut-être pas autant de dégâts, c'est parce que chaque sous-munition cause peut-être des dégâts comparables à ceux d'un drone. Et c'est significatif. Je veux dire, si vous êtes à cet endroit-là, vous êtes mort. Mais ça ne fait pas tomber toutes sortes de structures autour, à grande distance. Ce n'est tout simplement pas ce qui se passe. Et mon hypothèse, c'est de la spéculation, je tiens à être très clair, c'est de la pure spéculation. Mais pour avoir vu comment fonctionnent les bureaucraties, je ne serais pas surpris que les personnes qui voulaient construire l'Orechnik aient exagéré certains aspects de ses performances et qu'on n'ait pas correctement vérifié l'exactitude des affirmations transmises à Poutine. Et c'est peut-être pour cela que nous ne verrons pas l'Orechnik utilisé avant longtemps. Il sera intéressant de voir, lorsque nous finirons par voir des Orechnik utilisés, quelle sera leur efficacité. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne seront pas efficaces. Je veux être clair sur ce point. Mais elles ne le seront pas. En tout cas, j'affirme avec certitude qu'elles ne seront pas l'arme qui change la donne, comparable à une arme nucléaire. Elles ne seront pas ça du tout. Donc les affirmations en ce sens ne sont tout simplement pas correctes. Et encore une fois, je ne cherche pas à minimiser la capacité de cette arme à semer la terreur, ni sa capacité à infliger des dégâts. Mais ce que nous verrons, si nous voyons un grand nombre d'Orechnik utilisés, c'est que s'ils peuvent concentrer les ogives des sous-munitions, sur une cible avec une précision suffisante, ils causeront des dégâts très importants. Mais ils ne pourront le faire qu'en utilisant 2 ou 3 Orechnik conjointement, ce qu'ils devraient être en mesure de faire. Et donc, Ted, pour être clair, le problème, je crois que vous l'avez dit il y a quelques émissions, c'est que nos défenses aériennes ne pourront pas les abattre, quels que soient nos moyens. Il n'existe aucune défense contre eux. Il n'y a aucune défense contre eux, mais il n'y a aucune défense contre ceux-ci. Nous n'avons pas réussi à intercepter les missiles avec des ogives unitaires. Le taux d'interception est très faible. J'ai presque perdu mon temps à écrire une note à la radio publique nationale. Ils continuent de le répéter, CNN fait la même chose. Ils disent, « Eh bien, nous savons que le Patriot est efficace à 95%. » Mais les dégâts sont si importants qu'il doit y avoir eu davantage de missiles en provenance d'Iran que nous ne le pensions, vous savez, plus que ce que nous avions prévu.
Eh bien, avez-vous déjà envisagé la possibilité que la défense antimissile ne fonctionne pas? Ça marche pas? Enfin, apparemment que non. Oui, enfin, vous écoutez ces journalistes et vous vous dites, ce que je raconte n'a rien de secret. Il y a des centaines de milliers de personnes ont regardé ces émissions. Quelqu'un dans le milieu du journalisme, le journalisme grand public, est censé en savoir un peu sur le sujet. Je serais ravi d'en parler avec eux. Mais à la place, ils invitent un type du Hudson Institute ou un amiral à la retraite, 3 ou 4 étoiles. Dio, ils avaient justement un amiral aujourd'hui. Il disait, eh bien, le gros problème, tu vas adorer dans... Oh là là. Non pas que tu veuilles dire que je vais détester ça, mais continue. Le gros problème, dit cet amiral, c'est que stupidement, nous ne nous en prenons pas aux lanceurs iraniens. Nous voulons simplement les lanceurs. C'était l'amiral Howard, au fait. C'était peut-être lui. C'était peut-être lui. Évidemment, la première question à lui poser serait « Comment allez-vous trouver les lanceurs ?» Je veux dire, en Iran, il y a beaucoup de lanceurs à ciel ouvert. Certains tirent depuis des zones ouvertes, parce que certains de ces gros missiles à propergol liquide ne sont pas lancés depuis des tunnels souterrains. Alors ils sont déjà assez difficiles à repérer, même quand nous sommes sur place et que nous les surveillons en permanence. Allons, Ted. Enfin, bon sang. Comme si personne au ministère de la Défense ne s'était dit « Vous savez quoi? Il faut s'en prendre à ces lanceurs de missiles. » Évidemment qu'ils l'ont dit dès le premier jour. C'est ce que nous disions littéralement dès le premier jour. Donc c'est vraiment bizarre qu'ils avancent cette affirmation maintenant au 155e jour, je crois. Vous savez, je sais que ça vous trouble, mais ça me trouble aussi en tant qu'analyste technique, ayant travaillé côte à côte avec des officiers généraux 3 et 4 étoiles, en leur apportant des éléments techniques. Parce que je me demande, est-ce qu'ils utilisent vraiment ces éléments techniques? Dans mon cas, il y a une histoire qui pourrait intéresser vos téléspectateurs parmi d'autres. Le chef des opérations navales n'a pas été informé que le laser à rayon X devait tirer son énergie d'une détonation nucléaire dans l'espace. Il ne le savait pas. On lui a donc parlé de ce laser à rayon X, capable de détruire des centaines, voire des milliers de missiles balistiques intercontinentaux soviétiques à des dizaines de milliers de kilomètres de distance. Mais on ne lui a jamais dit qu'il s'agissait d'une détonation nucléaire dans l'espace. Le président non plus n'en a pas été informé. Voilà donc un exemple où les techniciens qui avaient conçu ce système d'armes l'ont présenté aux décideurs politiques sans lui expliquer que, soit dit en passant, il fallait faire exploser une ogive nucléaire de 150 kilotonnes dans l'espace. Quand Ronald Reagan a appris que des détonations nucléaires avaient lieu dans l'espace, il a paniqué. Il a dit « Pas d'armes nucléaires dans l'espace, zéro. C'est impossible. » Je l'ai dit au chef des opérations navales. C'est moi qui lui ai dit. J'étais en réunion d'information avec lui. Je lui ai expliqué ça, et j'ai vu ses yeux se révulser, parce qu'il était déjà allé voir le président pour plaider en faveur du laser à rayon X. Il faisait partie du jeu, Et donc, je suis allé le voir, et je lui ai vraiment, Linton Brooks, l'ambassadeur Linton Brooks aujourd'hui, je l'ai sévèrement engueulé pendant cette discussion. J'ai dit, vous en avez parlé au chef des opérations navales et vous ne m'avez pas consulté. Mais pour qui diable vous vous prenez? Et lui, vous savez, peut-être qu'il était capitaine de vaisseau, un capitaine supérieur, puis plus tard amiral. Mais moi, j'étais un civil. Je n'avais pas à lui faire des courbettes, et je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, à partir de cette expérience personnelle, et c'est donc une expérience vécue en temps réel, l'initiative de défense stratégique a été un désastre, une décision désastreuse. J'en ai été témoin,
parce que les gens d'en bas vendaient une idée qu'ils essayaient de faire adopter aux décideurs politiques sans leur dire ce qu'ils avaient besoin de savoir. Mon travail consistait à dire « Oui, Monsieur le Président, si vous voulez cette arme, très bien, c'est vous qui décidez. Mais vous devez comprendre que nous allons faire exploser des armes nucléaires dans l'espace. » Si j'avais dit, si j'avais été le conseiller de Reagan, au lieu de cet idiot qu'il avait, Jay Keyworth, qui était son conseiller scientifique, il n'aurait pas lancé l'initiative de défense stratégique comme il l'a fait. Mais ensuite, il s'est retrouvé coincé politiquement. Donc je ne sais pas, je ne fais que spéculer. Je suppose que quelque chose de similaire s'est peut-être produit avec Poutine. Ces gens ont dit « Oh, c'est une arme formidable. Ce sera comme une arme nucléaire. » Parce que Poutine n'est pas un idiot. Il ne répétera pas ce qu'on lui dit, à moins de penser que c'est juste. À un moment donné, il y a eu une rupture dans la communication entre ces techniciens des échelons inférieurs et les gens des niveaux intermédiaires, qui auraient dû pouvoir dire à Poutine que ce n'était pas l'équivalent d'une arme presque nucléaire. Ce ne l'est pas. Eh bien, que penser de l'éventualité que Poutine n'ait pas été informé, mais que ce soit simplement une campagne de désinformation destinée à faire croire aux Russes, et surtout aux Européens, que c'est bien le cas afin qu'ils en aient davantage peur? Enfin, j'imagine que c'est une possibilité. C'est possible, mais je ne pense pas que Poutine ferait ça. Mon jugement sur Poutine, et je peux me tromper, vous savez, je peux me tromper, c'est qu'il n'aime pas bluffer. Il pense ce qu'il dit. C'est une affirmation juste. Il comprend qu'il y aura des conséquences quand on découvrira qu'il a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Et je ne crois pas qu'il ferait ça. Je pense qu'il est suffisamment intelligent et stratégique dans sa manière de réfléchir pour savoir que, quand il dit quelque chose, il le pense. Il n'y a aucun véritable intérêt à faire croire ça aux gens. Enfin, c'est un missile. On ne peut pas l'arrêter. Il peut faire des dégâts. Rien que ça, c'est déjà suffisant. Eh bien, nous verrons, parce que les Oreshniks seront probablement utilisés. Mais jusqu'à présent, ils n'ont certainement pas été utilisés de manière très importante. Et nous n'avons aucune preuve de dégâts catastrophiques lors de l'une ou l'autre des deux attaques qui ont eu lieu jusqu'ici. Et je pense que ce n'est pas un hasard, c'est mon jugement. Et peut-être que vous savez, mes critiques, comme le Dr. Rowe, pourront me tomber dessus pour avoir dit ça. Il m'a d'ailleurs écrit une lettre extrêmement prétentieuse. Qu'est-ce que je raconte? Je lui ai répondu, je ne suis qu'une personne technique. Je ne fais que parler. Alors il me dit, eh bien, vous vous donnez en spectacle. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, je me donne en spectacle? J'essaye seulement de présenter les faits. Et vous me dites que mes faits sont erronés, mais vous n'avez aucune analyse. Oui, c'est plutôt important. Quelle est la possibilité qu'il existe plusieurs types d'ogives? Donc, au lieu de ce système qui se divise en plusieurs éléments, il y aurait peut-être une ogive unique, avec une puissance de frappe plus élevée. Il a parlé d'un explosif à base de tungstène. Je me suis penché sur les explosifs à base de tungstène. Et le tritonal est l'un des explosifs les plus efficaces en termes de puissance par rapport au poids. C'est du TNT mélangé à de l'aluminium. Et l'aluminium, lorsqu'il brûle pour devenir de l'oxyde d'aluminium, libère une quantité d'énergie considérable. Donc beaucoup d'explosifs sont du tritonal. C'est soit dit en passant un mélange de TNT et d'aluminium. Or, si vous utilisez du tungstène à la place de l'aluminium, vous pouvez atteindre, avec le TNT, une température suffisamment élevée pour que le tungstène brûle lui aussi. Et ça dégagera beaucoup de puissance, pas autant que l'aluminium, mais ça a l'avantage d'être extrêmement dense.
Or, on recherche une densité extrême, parce que plus cette munition est lourde, plus elle frappera le sol à grande vitesse. Et si elle frappe le sol à une vitesse plus élevée, on obtient davantage d'énergie cinétique dans l'explosion. De l'énergie cinétique, pas seulement de l'énergie explosive. Voilà. Et il a parlé de tungstène. Donc on pourrait voir, vous savez, environ 2 fois supérieur à ce que Bryson. So let me ask you something, Ted. What is the Laissez-moi vous poser une question, Ted. Quelles leçons les États-Unis doivent-ils en tirer? in terms of En termes de, j'emploie presque jamais l'expression « ce qui change la donne », parce que ce n'est qu'une nouvelle évolution de quelque chose. Mais c'est une technologie avancée qui a été, que représente le Fatah au Moyen-Orient et l'Oreshnik en Russie, en Ukraine ou peut-être même en Europe. Qu'est-ce que cela implique pour nous, surtout s'ils peuvent les produire à grande échelle, tous les deux? especially if both can produce it at scale? Eh bien, je pense que les dégâts causés par ogive seront nettement plus importants, certainement pour les Al-Fatah, que ce qu'on attendrait d'une ogive de 1000 kg. On sera plutôt sur une ogive de 2000 ou 2500 kg. Autrement dit, 4000 ou 5000. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. Et vous savez, c'est la même chose du côté russe. Quand les Russes analyseront la situation comme je l'ai fait, je ne serai pas surpris que nous commencions à voir, à un moment donné, il faut du temps pour déployer ce genre de choses, des ogives à accélération du côté russe. Je veux dire, si vous preniez une ogive de missile balistique Iskander et que vous y installiez un moteur fusée d'accélération suffisamment puissant, vous pourriez la faire frapper le sol à une vitesse nettement plus élevée, peut-être bien au-delà de 3 km par seconde. À l'heure actuelle, elle frappe peut-être à 1,5 à 2 km par seconde, parce qu'elle plane un peu et qu'elle manœuvre. Mais si je redessinais mon Iskander de nouvelle génération, je prendrais cette ogive et j'y mettrais un moteur fusée, comme celui qu'on voit sur l'Al-Fatah. Et je projetterais simplement cette chose dans le sol à plus grande vitesse, ce qui me permettrait d'infliger bien davantage de dégâts avec cette ogive. Donc, je pense qu'on pourrait commencer à voir ce genre de choses à l'avenir. Alors, regardez, je vais remettre ça à l'écran. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, ça date du début juillet. Ces impacts, à ma connaissance en tout cas, et corrigez-moi si je me trompe, n'étaient pas dus à des Al-Fatah. C'était d'autres catégories de missiles. Les missiles iraniens auront-ils, disons, le même système de guidage qui leur permettra d'effectuer des frappes de précision comme celle-ci? Et si cela avait été des Al-Fatah, quelle aurait été la différence en termes de destruction par rapport à ce que vous voyez ici? Eh bien, par exemple, si on regarde nous avons 2 rangées de 4 images. Regardez donc la rangée du haut. La première image à droite de celle qui est tout à gauche. Il y a 2 cercles rouges dessus et une zone endommagée. Oui, elle a enfin, ce sont toutes des Muwafaq, je crois. Oui, l'ase aérienne de Mouaf, oui. Donc l'AB indique que c'était probablement un gros drone qui a frappé cette structure. Si c'était un Al-Fatah, les structures adjacentes seraient gravement endommagées. Donc, si cet endroit avait été attaqué par un Al-Fatah, ces bâtiments seraient probablement rasés ou très lourdement endommagés. Et cela vous donne un indice. Si vous regardez juste en dessous, vous voyez une rangée de structures rectangulaires, Tower 22. C'est en Jordanie. Si la structure qui a été détruite avait été frappée par un Al-Fatah plutôt que par un drone, je pense que toutes ces structures seraient lourdement endommagées. Et ça se verrait. Donc, si on regarde l'image juste à gauche de celle-ci, parce que c'est aussi une longue rangée de bâtiments,
la base aérienne d'Al-Salem. Oui, là, ça commence peut-être à paraître plus intéressant. Mais je pense qu'il s'agissait probablement d'un groupe de drones, parce qu'on verrait des dégâts sur d'autres bâtiments. Or, ce genre de dégâts, c'est ce qu'on verrait avec Al-Fatah. Il s'étendrait sur une zone plus vaste. Et bien sûr, des incendies suivraient les dégâts. Les destructions pourraient donc être assez importantes. Je dois dire que, si c'était vraiment des drones, c'est un problème encore plus grave pour nous. Parce que si on n'est même pas capable d'intercepter un drone lent, alors là, mon Dieu. Enfin, je veux dire, est-ce que vous pouvez vous permettre d'utiliser un intercepteur à 4 millions de dollars pour intercepter un drone à 30 000 dollars? Vous ne pouvez pas vous le permettre. Ce n'est pas un rapport de force que vous pouvez gagner à la fin. Il nous reste donc quelques milliers de Patriot Pack 3. D'accord. Et alors? Quelques milliers de drones, ce n'est rien. Ce n'est pas un problème du tout. En fait, je suis sûr que les Iraniens se disent, bon, ajoutons quelques drones supplémentaires ici. Certains seront interceptés, mais on en enverra d'autres derrière. Et comme ils peuvent reprogrammer ces engins en vol, ces drones peuvent être reprogrammés en vol. Quand vous perdez un drone avant qu'il ne frappe l'un de ces bâtiments, vous le savez. Et vous pouvez communiquer en temps réel avec un drone qui le suit et lui dire, voilà ta cible maintenant. Et je soupçonne que c'est en fait ce qui se passe déjà. Ils disposent d'une liaison de communication via le système Beidou, le système de navigation qu'ils utilisent pour les drones, ainsi que les satellites de navigation, ont une capacité de communication limitée. Elle n'est pas importante, mais elle suffit pour dire à un drone qui communique par le système de navigation, « Vous avez maintenant une nouvelle destination vers laquelle vous devez vous diriger. » Et le drone a une capacité de calcul suffisante pour se reprogrammer automatiquement et changer de trajectoire. Il sait où il se trouve, parce qu'il dispose du système de navigation. Il a aussi ces MEMS, ces capteurs microélectromécaniques dont je parlais la dernière fois, ces minuscules circuits qui sont sur le drone, vous savez, comme de petites puces. Et ça lui indique où il se trouve, vous voyez, et donc quels ajustements il doit faire au final. Ce n'est pas brouillable parce que le système Beidou utilise le saut de fréquence et plusieurs satellites. Il peut donc empêcher le brouillage contrairement au GPS. Donc, à mon avis, les défenses aériennes sont tout simplement surpassées en puissance de feu. Parce que vous avez une attaque concentrée. Chaque fois que vous interceptez quelque chose, le drone d'attaque qui suit est reprogrammé pour viser cette cible, puisque vous savez où va ce drone. Et s'il disparaît soudainement, sans avoir atteint la cible, parce que vous recevez un compte-rendu, alors d'accord, j'en envoie simplement un autre. Je le reprogramme. La situation devient très vite très mauvaise pour la défense. La vraie question, c'est de savoir ce que les défenses pourront faire à l'avenir. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Quelles sont les possibilités concernant l'Oreknik ou l'Al-Fatah, compte tenu de ce qui est technologiquement réalisable aujourd'hui aux États-Unis? Que ce soit quelque chose dont nous disposons déjà ou que nous pourrions développer qui mettrait ces missiles en danger. Par exemple, les frapper dans l'atmosphère avant qu'ils n'emportent une ogive, et tout ça ou par tout autre moyen. Quelles sont les possibilités? Ou est-ce absolument vain? Pas du tout. Le Fatah manœuvre et même le système THAAD essaierait de l'intercepter à peut-être 60, 70 ou 80 km. À ce stade, il faut trop de temps à un intercepteur THAAD pour atteindre le point d'interception. Par exemple, je réfléchis comme ça à la volée. Disons que je veux intercepter une ogive Fatah en 30. J'en observe la trajectoire, je la suis,
et je me dis qu'elle suit une trajectoire balistique. Donc, je pense tenter une interception à 60 km d'altitude. Eh bien, ça veut dire que j'arriverai probablement au point d'interception environ 50 secondes après le lancement de l'intercepteur. Or, 50 secondes avant que je lance l'intercepteur, cet objet se trouvait à 150 km. Et s'il a commencé à manœuvrer, même un peu, à une distance de 150 km, le point d'interception va changer. Et je n'ai qu'un tout petit... Vous savez, je dois atteindre ce point d'interception le plus vite possible, parce que l'intercepteur est rapide, mais pas assez rapide pour réellement poursuivre ses cibles. Ces cibles sont généralement plus rapides et elles viennent de plus loin. Donc si je manœuvre ne serait-ce qu'un peu à une distance de 100 km, je serai alors si loin de l'intercepteur qu'il n'aura pas la capacité de manœuvrer et de me toucher. Donc vous savez, il va simplement me rater. Le TAD est donc inutile contre ça. Et puis, une fois que ça pénètre plus profondément dans l'atmosphère, là on parle d'altitude où la manœuvre est limitée mais pas énorme, une fois plus profondément dans l'atmosphère, cet engin peut effectuer des manœuvres considérables. Impossible qu'un PAC-3 puisse égaler ces manœuvres. Ce n'est tout simplement pas possible. Je ne vous entends pas. A-t-on une idée du nombre de ces FATA qui ont été produits? On ne le sait pas, mais ça pourrait se compter par milliers. Ça pourrait se compter par milliers. Et si j'étais l'Iran et que j'avais la possibilité de concentrer mes installations de production, il est difficile de savoir à quel point chaque installation est spécialisée. Je mettrais l'accent sur les FATA autant que possible. Je produirais ces engins aussi vite que possible. Alors, est-ce qu'on a 1 ou 2 minutes pour parler des effets des armes hypersoniques? Oh, absolument. Oui, absolument. D'accord. Alors laissez-moi vous expliquer ce qu'est un impact hypersonique et pourquoi il ne s'agira pas d'une munition à pénétration profonde. C'est important parce qu'on est un peu dans une situation des habits neufs de l'empereur. Des gens disent on ne voit pas les dégâts parce que ces engins ont pénétré profondément dans la Terre et y ont causé d'immenses dommages. Ce n'est pas ce que nous dit la physique. Si nous passons à la diapositive 26, nous ne nous y attarderons pas. Mais ce que nous voyons, c'est un simple calcul arithmétique. Nous n'allons pas nous en préoccuper. Les personnes qui demandent les diapositives les ont déjà, ou bien ne peuvent pas les obtenir auprès de moi. En gros, si un objet frappe le sol à 3 km par seconde ou plus, son énergie cinétique sera équivalente à son poids en TNT. C'est tout ce que montre ce calcul. Donc si nous passons à la diapositive 27, nous voyons comment cela se manifeste lors d'une collision hypersonique. Ce qui se passe, c'est que l'objet, si nous regardons l'encadré en haut à gauche des trois, frappe le sol. Et il le frappe, puis se comprime si rapidement qu'il se vaporise tout simplement. Au lieu de pénétrer comme un objet intact, il s'écrase sur lui-même. Et parce qu'il s'écrase ainsi, si vous avez déjà gonflé un pneu de voiture ou de vélo, vous savez qu'à mesure que vous pompez de l'air, la pompe devient de plus en plus chaude. S'il s'agit d'une pompe à main, on peut le sentir. C'est parce que la compression de l'air entraîne son échauffement. C'est ce qu'on appelle une compression adiabatique. Et c'est ce qui arrive aux matériaux, mais de façon bien plus violente en raison des quantités énormes d'énergie cinétique. Si l'on regarde l'encart en haut à droite, voici ce qui se passe. La matière fond, le matériau est liquéfié. Il devient si chaud parce que toute l'énergie cinétique de l'impact est comprimée en lui. D'abord, il fond. Ensuite, il s'évapore. Il devient un gaz, en fait un plasma. Et ce plasma se dilate violemment vers l'extérieur. Cela produit donc l'effet d'une explosion, comme un explosif puissant.
Et quand vous regardez le cratère final, au fond, vous obtenez tout simplement un cratère comme celui que produirait une explosion. Le cratère peut être un peu plus long que large ou plus court. Cela dépend de la masse de l'objet, de la densité du sol. Il y aura beaucoup de différences. Si vous regardez la surface de la Lune, où l'on trouve de très grands cratères d'impact causés par de très gros objets, vous voyez au milieu de ces cratères une petite structure. Puis vous voyez de longues zones plates entourées de feurbores. Ce sont des cratères d'impact. Et cette longue zone plate, sa zone fondue créée par l'impact. Et ce que vous voyez au milieu, c'est quand l'objet heurte la surface. C'est l'impact. Disons qu'avec, vous savez, une météorite, un météore de 2 ou 3 kilomètres de diamètre, il s'enfonce dans le sol, se vaporise, puis une petite partie a tendance à remonter, et elle se solidifie. C'est pourquoi au milieu de ces cratères, on voit généralement une petite structure montagneuse. Elle est très petite, elle indique le centre du point d'impact. Mais tout le reste est plat, n'est-ce pas? C'est parce que tout s'est vaporisé. Bon, regardons une véritable expérience dans du sable. Regardez la diapositive 28. C'est une minuscule bille d'aluminium projetée dans le sable à des vitesses hypersoniques, à plus de 3 km par seconde. C'est donc un petit objet. C'est de l'ordre du millimètre, donc c'est très petit. Mais ici, c'est une surface de sable et je vous ai montré la direction d'arrivée. L'angle d'impact est assez faible, 30 degrés. Et si vous regardez l'encadré numéro 3 de la diapositive, vous voyez qu'un petit jet sort à faible angle. C'est littéralement un jet généré au moment de l'impact. Mais comme la bille de taille millimétrique est arrivée à une vitesse très élevée, elle a créé une trajectoire ionisée plus chaude que l'onde de choc en expansion a pu remonter. C'est pour ça que vous voyez ça. Mais si on va jusqu'à la diapositive 12, on constate un cratère circulaire. À la diapositive 9, on voit que tout part dans toutes les directions. Et à la diapositive 12, on voit un cratère circulaire. C'est donc un exemple d'impact hypersonique. Cela pourrait se produire sur la Lune ou ici même. Le cratère est plus profond parce que, même si l'objet est très petit, le sable a une densité relativement faible et qu'il ne vaporise pas une vaste zone de matériaux en surface. C'est donc ce que l'on observe lors d'un impact. Bon, jetons un rapide coup d'œil à la diapositive 32. Elle va nous donner une idée de ce qui pourrait se passer lorsqu'une sous-munition d'Oreknik frappe un bâtiment à plusieurs étages. D'accord. À droite, j'ai une sous-munition de taille finie, supposée, qui frappe une surface. Cela peut être un toit, et ce toit n'est pas soutenu par une grande quantité de matériaux. Ce n'est pas comme du sable, vous savez, une grande épaisseur de sable. Donc, lorsque le projectile traverse le toit, une partie se comprime vers le haut, pas la totalité. S'il continue sa course, et je vais vous montrer que ce serait le cas, le projectile frapperait alors un autre étage, puis un autre, et ainsi de suite. Regardons donc une expérience où on le voit frapper plusieurs surfaces. Un petit impact hypersonique sur plusieurs surfaces. Passons à la diapositive 34. Si vous regardez la diapositive 1, si nous regardons la partie la plus à droite de la diapositive 1, vous, et je suis désolé Tim, qu'est-ce que nous regardons ici? Qu'est-ce qui est représenté? Ce que nous regardons, c'est une série de plaques. Vous avez raison de m'arrêter. On voit une série de taches sombres, des zones plus foncées et des zones plus claires. Les zones les plus foncées sont des plaques, probablement en aluminium. Il y a donc un empilement de plaques avec des espaces vides entre elles. Une sorte de sandwich de plaques, d'accord? Regardons maintenant la 4e diapositive, en haut. Si vous regardez tout à droite, vous voyez un peu de luminosité. C'est le début de la désintégration explosive d'une petite bille hypersonique en aluminium, une bille métallique.
lorsqu'elle frappe la première plaque à l'extrémité droite. Remarquez deux choses. D'abord, tout à droite, vous voyez une zone claire presque plate. Elle montre la zone d'expansion de l'onde de choc produite par le matériau surchauffé en expansion de la bille lorsqu'elle frappe la surface. Mais remarquez que de l'autre côté de la plaque, il y a un éclair lumineux de matière qui a traversé la plaque. Et quand on regarde la diapositive 5, regardez la zone tout à droite. Vous pouvez voir qu'elle s'est étendue. La diapositive 5 vous montre qu'après la première plaque, on peut voir une onde de choc hémisphérique expansion constituée de matériaux fondus et surchauffés. C'est comme une explosion. Et à sa gauche, vous voyez une sorte de zone aplatie qui commence à se former à mesure que cette onde de choc sphérique en expansion commence à se heurter à la troisième plaque. Donc ici, 1, 2, il y a une deuxième plaque derrière. Ça traverse donc la première plaque, puis la deuxième. Vous voyez que ça se développe. Et si nous passons à la diapositive 8, nous pouvons voir que 1, 2, 3 plaques ont été pénétrées et que nous arrivons déjà à une quatrième plaque. Donc, lorsque nous arrivons à la diapositive 15, vous pouvez voir que chaque plaque a interagi à un certain niveau avec les résidus surchauffés se déplaçant à vitesse hypersonique de l'impact initial, créant une onde de choc explosive de métal surchauffé. Donc, si nous regardons la diapositive 36, si vous regardez la diapositive 36 ici, regardez en haut à gauche. Ce sont les plaques. Vous voyez que la première plaque a un trou, et si vous regardez l'encadré en bas à droite, vous pouvez voir que la deuxième plaque a un trou plus grand. Ce qui s'est passé, c'est que la première plaque s'est effondrée et a vaporisé la petite bille métallique qui arrivait. La bille métallique s'est alors dilatée violemment, créant une onde de choc à partir du matériau vaporisé de la première plaque et du matériau vaporisé de la bille. Et ce matériau avait une telle énergie vers l'avant et il était tellement chaud qu'il a perforé un trou plus grand dans la plaque située derrière, puis dans la plaque derrière celle-là. Même si on ne le voit pas, il y a probablement un trou un peu plus petit. Donc, on a couche après couche, chacune perforée d'un trou. Mais si on revient à la diapositive 35, on voit que, dans les diapositives 15 et 16, le niveau de dégâts causés n'a pas nécessairement produit des trous dans les plaques. Il s'agissait plutôt de vapeurs surchauffées à très forte surpression qui se dilataient vers l'extérieur. C'est donc ce qui pourrait se produire si une sous-munition d'Orechnik frappait un bâtiment à plusieurs étages. Autrement dit, ça pourrait traverser le toit, produire un effet explosif sur le toit, puis continuer à pénétrer. Si le toit est très épais, l'essentiel de l'énergie serait absorbé par le toit. Explosion du toit, puis effondrement. Si le toit n'est pas très épais et que la munition arrive à une vitesse suffisamment élevée, elle le traversera, atteindra l'étage suivant et provoquera un effondrement. D'énormes quantités de vapeur métallique surchauffée, sous haute pression, se répandront à travers le plancher. Puis, à l'étage suivant, vous aurez un effet similaire, et ainsi de suite. C'est donc ce qui pourrait se produire dans un immeuble à plusieurs étages, comme à Kiev. Donc, en résumé, l'Orechnik n'est peut-être pas l'équivalent d'une arme nucléaire, mais il est très puissant, et nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous ne pouvons pas l'arrêter, c'est un break.